Dans cette capsule, nous allons examiner sous quelles conditions le marché libre permet d'atteindre l'efficacité allocative. Rappelons tout d'abord que l'efficacité allocative est atteinte lorsque toutes les unités qui valent davantage du point de vue social que ce qu'elles ne coûtent à la société sont produites. Donc, l'efficacité allocative est atteinte lorsqu'on produit Q étoile, de sorte que la valeur marginale que la société accorde à la dernière unité produite, donc à Q star, est égale au coût marginal du point de vue de la société de cette dernière unité. Par ailleurs, le marché, lui, va aboutir à une situation où toutes les unités qui valent davantage pour les consommateurs que ce qu'elles ne coûtent à produire aux producteurs vont être produites. Donc, on va parvenir à une situation où la quantité produite par le marché est telle que la demande est égale à l'offre, c'est-à-dire la dernière unité vaut pour les consommateurs exactement ce qu'elle coûte à produire du point de vue des producteurs privés. On voit immédiatement que le marché va aboutir à une situation qui correspond à l'efficacité allocative dans la mesure où la demande sur le marché, donc le consentement à payer des consommateurs sur le marché, reflète la valeur marginale sociale de la production du bien. Et lorsque l'offre, donc le coût marginal privé, reflète le coût marginal social pour l'ensemble de la société de la production du bien. Donc en effet, si la demande reflète la valeur marginale sociale et l'offre le coût marginal social, le marché va être efficace. C'est-à-dire que le surplus social va être maximisé et va se confondre avec ce qu'on a appelé le surplus total, qui est la somme du surplus du consommateur plus le surplus du producteur. Eh bien, ce résultat, on le retrouve déjà chez le philosophe et économiste britannique Adam Smith dans son ouvrage fondamental, un des textes fondateurs du libéralisme économique, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Dans ce texte, Adam Smith constate que les consommateurs cherchent à faire ce qui est mieux pour eux, c'est-à-dire à acheter au prix le plus bas possible. Par ailleurs, les producteurs, eux, cherchent à faire ce qui est le mieux possible pour eux, c'est-à-dire à vendre au prix le plus élevé. Ainsi donc, dans un marché privé, chacune des parties est guidée par son intérêt individuel ou égoïste, et ce faisant, il contribue à la richesse et au bien-être commun. En effet, les forces de ces actions mènent un équilibre où les ressources sont allouées efficacement. Ils sont comme mus par une force invisible, ce que Adam Smith appelle la main visible, pour aboutir à une solution qui maximise le bien-être collectif. Évidemment, on sait maintenant que le marché va être efficace, mais sous conditions. Et rappelons-nous, ces conditions, c'est que la demande reflète adéquatement la valeur marginale que la société accorde à la production du bien, et que l'offre traduit effectivement le coût marginal social associé à produire ce bien. Il existe cependant plusieurs situations où la demande ne traduit pas adéquatement la valeur marginale sociale, ou encore l'offre ne mesure pas adéquatement le coût marginal social. On parle à ce moment-là d'une défaillance des marchés. Un premier exemple de défaillance de marché, c'est la production de biens collectifs ou de biens publics. Par exemple, la défense nationale est un exemple classique de bien public. Un bien public est un bien dont la consommation est jointe. On consomme tous la même quantité de défense nationale. Et donc, dans le cas des biens publics, la demande du marché traduit mal la valeur marginale sociale. En effet, la demande privée va refléter le consentement à payer pour se procurer du bien public, mais chacun va espérer que les autres vont payer pour le bien public. On a un phénomène de resquillage. Un deuxième exemple de défaillance des marchés, c'est dans la production de biens qui engendrent des coûts externes, par exemple de la pollution. Dans ce cas, l'offre
reflète le coût marginal privé qui sous-estime le coût marginal social. En effet, les producteurs privés, par exemple de pâtes et papier, ne prennent en compte que les coûts qu'ils supportent pour produire le papier, les coûts privés, mais ils vont ignorer que l'activité engendre de la pollution qui crée des coûts externes à des tiers, et donc que le coût pour la société de la production de papier est supérieur au coût privé. On va avoir défaillance des marchés dans cette situation. Un troisième exemple, ce sont des biens qui engendrent des avantages externes. Un exemple classique, c'est celui de la vaccination. Lorsque vous vous faites vacciner contre la grippe, vous avez un avantage privé, vous réduisez votre probabilité d'avoir la grippe, mais par ailleurs, vous créez aussi un avantage externe pour d'autres personnes dans la mesure où vous n'êtes plus un vecteur de transmission de la maladie et donc vous réduisez aussi la probabilité que d'autres personnes dans votre entourage soient affectées par la grippe. Mais cet avantage externe va être probablement sous-estimé par l'individu et donc ça va avoir comme conséquence que la demande privée va sous-évaluer la valeur marginale sociale liée à la vaccination. Dans ce type de situation, un marché libre aurait tendance à produire trop peu du bien. Un autre exemple de défaillance des marchés, c'est lorsque les marchés ne sont pas concurrentiels. On aura l'occasion de voir dans la suite des exemples de marchés non concurrentiels. Alors évidemment, lorsqu'il y a défaillance des marchés, les pouvoirs publics peuvent être tentés d'intervenir pour améliorer l'efficacité allocative. Ils peuvent intervenir de toutes sortes de manières, en réglementant le prix, en imposant une certaine quantité à produire, etc. Mais attention, il est important de tenir compte que s'il y a des défaillances du marché, il y a également des défaillances des gouvernements. Les actions publiques ne sont malheureusement pas toujours mues par la volonté de maximiser le bien-être collectif. Les processus politiques et les groupes d'intérêt favorisent souvent l'adoption de politiques publiques qui les favorisent au détriment même de l'efficacité allocative. De plus, même bien intentionnées, les interventions publiques peuvent avoir des effets pervers qui nuisent davantage au bien-être social. Une autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que le marché concurrentiel aboutit à une situation qui est juste. La question de l'équité est complexe, car elle implique un jugement de valeur, elle relève en effet de l'analyse normative plutôt que de l'analyse positive. Simplement mentionnons ici que la première difficulté, c'est qu'on doit d'abord essayer de définir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équitable. Doit-on viser l'égalité des revenus? S'agit-il vraiment d'une solution juste si on tient compte que tout le monde ne fournit pas les mêmes efforts? Ou doit-on plutôt viser l'égalité des chances? Ou encore doit-on viser l'égalité des règles du jeu? Mais attention, même si on favorise une redistribution de la richesse, il faut tenir compte que la taille du gâteau n'est pas indépendante de sa répartition. Il y a en effet un compromis fondamental entre l'équité et l'efficacité. Par exemple, une société qui redistribue les revenus par des mécanismes de taxes et de transferts risque éventuellement de démotiver l'effort, ce qui pourrait nuire au bien-être de tous.